Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, ravi de vous retrouver exceptionnellement au beau milieu de l'été pour aborder aujourd'hui la nouvelle politique du Milan AC en termes d'investissement, de projets, de transferts, d'infrastructures, bref, de tout ce qui va nous intéresser lors des années à venir. Et ce sont ce soir les habitués Nico, Emilia et Soupalio qui m'ont rejoint pour traiter tous ces sujets. Messieurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut à tous. Alors messieurs, ça bouge au Milan avec l'arrivée de Monsieur B et surtout de son argent. Alors dans un premier temps, quel regard portez-vous sur cette évolution et comment envisagez-vous les années à venir? On commence avec Emilia. Enfin un peu de mouvement. On commençait à s'endormir. Non, sérieusement, il était temps. Il était temps parce que là on frisait je pense qu'on allait débrancher les machines bientôt là. Milan c'était devenu l'ombre d'une équipe, l'ombre d'un club. On s'est fait traiter de tout par les médias, par les autres clubs, etc. C'était devenu un sujet de plaisanterie. Enfin on redevient sérieux quoi. Moi c'est le premier sentiment qui m'est venu quand j'ai entendu parler des nouveaux investisseurs, des prises de parts et des nouveaux investissements et déjà de ce qui s'est passé concrètement. C'est vraiment, ça y est, Milan revient au premier plan, quoi. Et il était temps. D'accord, Nico. D'une certaine manière, je rejoins Emilia comme il dit, parce que c'est vrai que le Milan s'enfonçait d'année en année. Mais en contrepartie, des investisseurs chinois, ça me dérange. Mais bon, c'est le football malheureusement qui est comme ça, cette mondialisation dans le foot de plus en plus. Ça faisait un petit bout de temps qu'on en parlait chaque année, que Berlusconi allait vendre le club. On savait un jour ou l'autre que ça allait nous tomber dessus. Maintenant, j'avoue que j'ai hâte de voir j'ai hâte. Je me demande bien ce que ça va devenir, car bon, mon avis, les Chinois, j'ai du mal à croire qu'ils restent numéro 2 derrière Berlusconi et qu'ils laissent à Berlusconi prendre toutes les louanges, tous les succès du club. On met pas 480 millions d'euros comme ça, plus apparemment l'argent qu'ils vont investir pour le mercato. Ils vont vouloir avoir leur place et leur nom aussi écrit sur les journaux. Maintenant, j'avoue que moi, quand j'ai lu ce que disait Bi, que le but c'était de venir plus tard quand il y aura le nouveau stade ou à San Siro, faire venir 10 000 Chinois par week-end à San Siro, ça me dérange. Oui, c'est ça la question. Milan va-t-il devenir chinois? On rappelle, parce que c'est important ce que tu dis. On est déjà en train de dire que Honda, il y a des grandes chances qu'il reste par rapport à son coût marketing. Bon, déjà, il restait déjà avant par rapport à son coût marketing, mais là encore plus, vu que maintenant il y a des Chinois, que par rapport au marché asiatique, vu qu'il y a des parts à prendre, vu que le Milan est le meilleur, enfin, en Italie est le club le plus populaire en Chine. Oui, t'as bien fait de te reprendre parce que le meilleur ça commençait mal, mais d'accord. En Italie, enfin en Chine, on est le club italien le plus populaire. On est largement dépassé par les Anglais et les Espagnols, mais il y a de quoi faire énormément d'argent, en tout cas apparemment avec le Milan sur le marché asiatique. De toute façon, le Milan est une marque. Voilà, maintenant, j'ai du mal de plus en plus à m'identifier à tout ce qui est nouveaux joueurs, la différence qu'il y avait avant avec des Ambrosini, des Gattuso, même des Shevchenko qui restaient longtemps dans un club, mais bon, c'est le foot mondial qui est comme ça, les joueurs passent maintenant par 3-4 ans, quand ils ont fait 3-4 ans, on peut s'estimer très heureux. On va voir si c'est une fatalité ça, Nico, on va voir si c'est une fatalité, parce que là avec je vais pas lancer tous les débats tout de suite, parce qu'on verra l'évolution, on verra ce que ça va amener. Je sais qu'Emilia veut réagir, mais on va juste rappeler quand même que, et tu l'as bien fait, Berlusconi reste propriétaire et actionnaire majoritaire du club. Il y a une ouverture du capital, mais le club n'appartient pas encore, peut-être que le encore est très important, mais n'appartient pas encore aux Chinois. Emilia, ta réaction? Ouais, tout simplement rappeler la déclaration d'intention donc de celui qu'on appelle Mr. B, Monsieur Taichobol, lorsqu'il a acquis les parts du Milan. Je vais me permettre de faire un petit peu long car je vais le citer directement. Ce n'est pas la fin de l'ère Berlusconi, il est l'homme qui a fait la renommée du Milan et il restera toujours lié à ce club. Le Milan a une âme profondément italienne, c'est une marque, symbole de l'excellence italienne et cela doit rester ainsi. Cela paraît absurde de nommer des dirigeants asiatiques, on perdrait toute l'identité du club. L'objectif n'est pas de changer mais d'ajouter, d'internationaliser. Les dirigeants doivent être italiens. Moi je ne veux pas être président, je ne suis qu'un investisseur. Oui, alors très bien, écoute, on avait lu la même déclaration, donc à ce niveau-là on est 100% d'accord. Il a pas dit non plus qu'il voulait lutter contre la finance? Après, non, juste pour savoir si c'est juste une déclaration comme ça d'entrée en jeu, parce que il allait pas dire immédiatement le Milan va devenir chinois, on va faire Manchester City, les Italiens dehors, etc. Le type quand il débarque en général, il avance masqué. Il avance et au contraire le visage tout propre. Il faut savoir quand même qu'en Italie, même si ça a diminué, il y a des courvas qui des fois sont très hostiles à ce genre de choses. Même si apparemment sur ce coup-là, ça leur convient en pleinement à Milan, mais enlever tout le côté italien, ça peut être très mal vu aussi en Italie, qui est quand même un pays quand même très nationaliste. Donc
Non mais on va lui accorder le bénéfice du doute comme Emilia, c'est vrai que... Bien sûr, mais après voilà, c'est le début. Il aurait pu arriver comme Tohir en disant toi t'es là depuis 25 ans, je m'en fous, tu dégages, c'est moi le patron. C'est vrai. Et il faut reconnaître qu'il ne l'a pas fait et que d'ailleurs Berlusconi a bien insisté pour en gros, là encore je le cite parce que je reprends les déclarations de l'époque, clairement Berlusconi il a toujours dit que en gros il y a deux choses dans sa famille qui doivent jamais être vendues, c'est sa villa d'Arcore et le Milan. Bon, Voilà. eh ben on verra s'il dit vrai, parce que faut pas oublier que c'est de la politique, Emilia, et qu'on nous ment assez souvent dans ces cas-là. Mais les déclarations, pour l'instant, les intentions sont positives, en tout cas celles qui sont affichées dans les médias. On va dire ça, et on va essayer, avant d'avoir vu, bien évidemment, de rester positif. Supergio, ta réaction? Déjà, c'est un phénomène assez récurrent dans le calcio, des investisseurs étrangers qui arrivent. C'était déjà le cas pour la Roma en 2012 avec James Pagota. l'Inter avec Tohir, donc c'est un mouvement qui est assez récurrent ces dernières années. Après, si ça peut permettre de réveiller le club, de faire des bons investissements sportifs, parce que n'oublions pas que Milan sort de 2 saisons plus que moyenne, une 9e place et une 8e place, si je ne m'abuse. Donc il y a vraiment des investissements à faire. Pour l'instant, ça a bien commencé, mais j'espère juste que ça ne sera pas comme Tohir, qui depuis 2 ou 3 ans promet monts et merveilles aux interistes, alors que le sportif et les transferts de l'Inter n'ont pas apporté grand-chose ces dernières années. Bon, alors déjà, quel organigramme, est-ce que les choses vont bouger en fait? Est-ce que Galliani va rester en place? Avons-nous une chance de voir Maldini dans les années à venir? Emilia, comment envisages-tu tout ça? Qu'est-ce qui va changer en dehors, si tu veux, de l'argent et évidemment de ce que ça va nous permettre de faire sur le marché des transferts? Alors en fait, concernant Maldini, son nom avait été évoqué au départ quand Monsieur B a commencé. Là, on était encore en phase de négociation à l'époque. La session n'avait pas été faite, et effectivement, son nom avait été évoqué pour la direction sportive, etc. Mais ça, je pense que c'était uniquement en cas de au cas où Mr B prenait la majorité des parts. Or, c'est pas le cas. Donc moi, je vois pas l'organigramme bouger beaucoup dans les années à venir, tant que du moins cet investisseur aura une part minoritaire. Mais après, moi j'étais très inquiet au départ quand j'ai commencé à entendre revenir assez souvent le nom de Doyen Sport. Oui, tu m'en avais parlé de ça. Ouais. Mais c'est fini, non? Bah alors, si tu me permets de faire un petit encart. Ah vas-y, il faut expliquer, c'est intéressant. En gros, Doyen Sport, qu'est-ce que c'est? Doyen Sport au départ, c'est un petit peu le grand pompe, le grand nabab des fonds d'investissement. Donc tout ce qui est tierce propriété, notamment très en vogue au Portugal et en Espagne, qui consiste en gros à céder, à acheter des parts de joueurs pour faire des bénéfices à la revente. Il faut savoir que ce fonds d'investissement-là, il est basé à Malte, donc paradis fiscal, et donc évidemment aucune traçabilité des fonds. Donc autrement dit, ça pourrait tout aussi bien être une entreprise du CAC 40 comme un cartel de la drogue derrière, au niveau de la provenance des fonds. Concernant Doyen Sport plus particulièrement, donc moi j'avais peur notamment par rapport à leur catalogue de joueurs, parce que là je vous en cite quelques-uns: Morata, Mangala, Felipe Anderson, Marcos Rojo, Kondogbia, Falcao, Negredo, etc., etc. Donc autrement dit, là les Italiens, je ne sais pas si vous les avez cherchés, mais cherchez pas, il n'y en a pas. Donc au niveau identité, on aurait tout perdu. Et effectivement, en ce début de mercato, avec Jackson Martinez, Geoffrey Kondogbia, etc., qu'on commençait à nous annoncer, moi j'ai même entendu le nom de Imbula. Ouais. Ça c'était les noms qui étaient cités par Doyen Sport quand il faisait son petit tour d'Europe dans son jet avec Galliani là. Sauf que Doyen Sport je sais pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Doyen Sport qui l'a fait à l'envers? Est-ce qu'ils se sont fait doubler sur le dossier, sur les dossiers de Jackson Martinez et Kondogbia? Mais ce qui est sûr, c'est que Galliani, il a pas aimé du tout. On sait comment il est. On sait que c'est un monsieur qui tient énormément à sa réputation et à son image. Et donc, en gros, se faire ridiculiser comme ça, être la risée de toute l'Europe, ça lui a pas plu du tout. Du coup, il a clairement été voir, du coup, maintenant les deux entre guillemets dirigeants, enfin les deux propriétaires de Milan, à savoir donc Monsieur Berlusconi et Monsieur B. Il est allé les voir en leur disant: non mais ce guignol là, Nelio Lucas, le patron de Doyen Sport, je le veux plus à côté de moi. Donc autrement dit, maintenant Doyen Sport ne fait que entre guillemets de l'investissement, c'est-à-dire qu'ils servent non plus à acheter des parts de joueurs, parce que ça maintenant c'est interdit par la FIFA, mais ils vont en gros, on déplace le truc, c'est-à-dire que c'est plus le Milan et Doyen Sport qui vont acheter les joueurs, c'est Doyen Sport va filer de l'argent à Milan pour que Milan puisse acheter des joueurs tout seul. C'est mieux comme ça.
c'est une forme de banque en fait. C'est comme un emprunt et avec le remboursement à la revente du joueur. Donc effectivement, c'est plus ou moins mieux comme ça. Mais moi, au départ, quand j'ai commencé à voir tout ça, j'étais assez inquiet. Un petit peu plus rassuré maintenant, surtout avec les noms des premières recrues qui sont apparus, notamment Bertolacci, dont on reparlera. Donc, oui, c'est bien. voilà. On en parlera en troisième partie, mais tu as raison. Puis surtout, ton explication, je crois, sera très intéressante pour les auditeurs, parce que c'est vrai qu'on avait vu défiler ce mot, là, doyen sport. Ça fait maintenant plusieurs Exactement. semaines qu'on en parle, et c'était pas très clair toujours dans les articles. Donc, je crois que cette C'est là un peu explication plus. sera bienvenue, hein, et on aura mieux compris les choses. Nico, ça t'inspire quoi tout ça? Et puis surtout, qu'est-ce qui, d'après toi, va évoluer maintenant qu'on a de l'argent? Déjà, on dépense des sommes folles sur le mercato, on dépense 20 millions pour Bertolacci, voilà, c'est voilà ce que ça représente déjà, on a de l'argent. Enfin, quoi qu'il arrive, déjà Berlusconi a décidé lui-même de mettre déjà des ronds, vu que pour l'instant c'est que Berlusconi qui finance depuis le début ce mercato. On annonce que dès que Bi va signer, apparemment c'est prévu pour fin du mois de juillet, dans une semaine environ, il y aurait 100 millions d'euros qui seraient réinjectés sur le mercato avec les cadeaux de Romagnoli et d'Ibrahimovic. Attention à la blague, faut pas que ça fasse comme le mec qui était allé danser dans les vestiaires à Marseille et puis qui finalement n'a rien payé, hein. Enfin, oui, c'est sûr, oui. Comment il s'appelait celui-là? Kashkar, voilà. Attention, hein, parce que ça se trouve, Berlusconi a mis de l'argent, mais il le retrouvera jamais. Enfin, C'est pas la première fois. pour l'instant, il n'y a rien qui a changé du tout. Tu parlais d'alors de Maldini. Maldini, je pense que c'est surtout aussi un rêve de... Enfin, une rumeur pour journalistes, ça leur permet de remplir les pages de la Gazzetta parce qu'il faut remplir 40 pages chaque jour. Maldini, il y a son nom qui circule dès qu'il y a un problème au Milan AC, quoi qu'il arrive. Et au final, il est patron à Miami maintenant, donc à mon avis, le Milan, je crois que c'est bien mis de côté. Mais non, il n'y a rien qui a changé. Galliani est toujours au poste alors qu'il devait partir. C'est Oui. toujours lui qui s'occupe des transferts. Il y a pas grand chose qui a changé à part Ça fait l'entraîneur un an et demi qu'il doit partir. et le staff technique, un nouveau staff technique qui a demandé Mihailovic. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y a Tassotti qui a une nouvelle fonction au Milan AC. Mais l'organigramme reste entièrement le même. On avait parlé d'un nouveau directeur sportif, quoi qu'il arrive. On avait parlé de Sogliano, je crois qu'il s'appelle, l'ancien du Hellas Vérone. Ouais. Mais au final, maintenant, je crois qu'il s'occupe d'un club qui vient d'être promu en Italie. Donc au final, il n'y a rien du tout, même les trucs qui devaient être faits avant Bi, donc qui ont été faits. Donc il n'y a rien qui change pour l'instant au Milan AC. À part qu'on a de l'argent à dépenser et que j'ai l'impression soit c'est le marché qui est complètement fou. Enfin oui, ça il est fou, c'est sûr. Mais ouais, donc ça explique dans ces cas-là les sommes folles que le Milan est prêt à dépenser pour certains joueurs. Très bien, Soupalio. Alors tu vois ça peut-être d'un peu plus loin, mais sur le long terme, d'après toi, déjà, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Milan? T'en as déjà un peu parlé, mais je veux dire, est-ce que tu vois le Milan retrouver les sommets avec cette arrivée de Monsieur Bi? Pourquoi pas? Après, je pense qu'il faudrait faire un mix entre les investissements et miser sur la jeunesse qui est dans le club. Parce qu'il y a des jeunes qui sont prometteurs, on parle beaucoup de Calabria en ce moment, mais il faut pas oublier que le Milan dans les années 90 c'était un mix d'Italiens jeunes et assez forts, les Albertini par exemple, et de joueurs étrangers expérimentés d'un bon niveau qui amélioraient l'équipe. Mais en tout cas, ça semble être le cas. Là, on va parler de l'équipe type tout à l'heure, des transferts, etc. Mais sur ce qu'on voit pour l'instant, on a tendance à penser, on voit des jeunes déjà arriver. Alors, c'est pas encore titulaire, bien sûr, mais dans l'équipe type, ça faisait quelques années qu'on l'avait pas vu. Et puis, on voit quand même des Italiens qui font l'ossature de l'équipe et quelques étrangers talentueux, y compris dans les arrivées. Donc, ça semble être en bonne voie, non? Oui, mais après, pour l'instant, si j'ai bien calculé, le Milan a dépensé 57 millions et demi d'euros. Hein. Ouais. 30 pour Bacca, 20 pour Bertolacci et Luis Adriano 7 millions et demi. Donc pour l'instant il y a un investissement conséquent. On peut dire qu'on a vendu aussi El Shaarawy pour 18 millions. Pas tout à fait, mais oui. Il y a une option par rapport au nombre de matchs joués. 15 matchs. Ah oui, en effet, ouais, voilà, c'est mal barré. Donc ça fait des mois qu'il nous en parle, c'est sa grande passion. J'ai même envie de dire que ça passe avant l'équipe. Et Mia, c'est l'heure. On parle du nouveau stade et il est donc logique de te laisser nous présenter tout ça. Ma seule passion, j'irai pas jusque là, mais oui, effectivement, moi, tout ce qui est politique et stade, ça m'intéresse. Donc effectivement, là, on avait depuis plusieurs mois le projet du nouveau stade, on avait vu les premières images, etc. Donc qui serait un stade qui serait situé juste à côté de la Casa Milan, sur un terrain qui pour l'instant appartient à une société qui est chargée de gérer qui s'appelle Fiera Milano, qui est chargée de gérer l'exposition universelle de cette année. Et la distribution des terrains, l'exploitation des terrains, etc. Et en gros, une fois l'exposition terminée, Milan souhaitait acquérir ce terrain à côté de Casa Milan pour construire le stade. Un terrain, si je dis pas de bêtises, de 70 000 mètres carrés. Donc, de quoi faire. Et en gros, il y avait plusieurs dossiers qui étaient sur le coup, notamment celui de Milan, du stade.
et c'est celui-là qui a été choisi pour l'instant. C'est-à-dire que là, tous les feux sont au vert pour la construction du nouveau stade à cet emplacement-là. Par contre, il faut quand même que soit déposée une étude, un cahier des charges, etc., pour qu'ensuite soit évalué ce qu'on appelle l'impact sur la vie locale et sur les personnes qui habitent dans le coin. C'est-à-dire en gros, pas aller, par exemple, on peut acheter le terrain qu'on veut, mais on peut pas construire un centre commercial juste à côté d'un autre, par exemple. D'accord. Pour citer un exemple bateau. C'est un peu ce genre d'exploitation là, c'est-à-dire ok, vous allez construire un stade, d'accord, comment vous allez le faire, qu'est-ce que vous allez y mettre dedans, quels vont être les à côté, qu'est-ce qui existe déjà dans le quartier, qu'est-ce que vous pourrez faire et ne pourrez pas faire. En gros, c'est ça. Donc, tout est plus ou moins déjà ficelé, tout semble aller pour le mieux dans la construction du nouveau stade. Par contre, tout n'est pas encore acquis. Au niveau de la première pierre est pas posée, tout n'est pas déjà validé. Maintenant, quant au stade lui-même, notamment le débat qui agite tout le monde, c'est le nombre de places. Car on va passer d'un San Siro à plus de 80 000 places à 48 000 a priori, selon les derniers dossiers qui ont été déposés. 48 000, ça ressemble au Parc des Princes, quoi. Voilà, ça a fait hurler beaucoup de monde, 48 000. Il y en a beaucoup qui se sont dit c'est pas assez, il faudrait 60, il faudrait 70, il faudrait rester à 80, etc. Moi, les chiffres que j'ai vus, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais font état depuis plusieurs années d'une fréquentation du stade de San Siro avec une affluence moyenne autour de 35 000 personnes dans le stade présentes en moyenne sur une saison. Donc pour moi, un stade de 48 000, ça me paraît déjà bien assez. Et remplir 48 000 quand on a une base de 35 à peu près, ça va déjà être suffisamment compliqué. Et il va falloir plus qu'un hashtag We Are AC Milan pour y arriver. On rappelle que la Juve c'est 40 000 je crois, leur nouveau stade. Et ils se mordent les buants tous les jours, tant mieux pour eux. Ouais, enfin, il fallait qu'ils la casent. Sauf qu'ils ont un des taux de remplissage les plus impressionnants d'Europe et donc un des taux de rentabilité les plus impressionnants d'Europe. Parce que rappelons que entretenir un stade de 80 000, ça coûte beaucoup plus cher qu'un stade de 40, et donc quand on n'a pas les recettes billetterie qui vont avec, c'est un gouffre économique absolument terrible. Et d'ailleurs, les stades allemands notamment, qui sont des modèles de réussite, ne dépassent jamais, je crois, les 60-70 000 pour les plus grands. Le stade de Dortmund, je crois que c'est autour de 70, et l'Allianz Arena de Munich, ça doit être 80, mais c'est un cas unique. Sinon, tous les autres tournent autour de ces capacités-là. Et il y a le stade olympique de Berlin aussi. Évidemment, le stade olympique de Berlin, mais il n'y a pas d'équipe, de Bundesliga, je crois pas. Je crois que je suis pas sûr. Je crois que le Hertha est descendu, je crois. D'accord. Enfin, tout ça pour dire que 48 000, ça te semble amplement suffisant. Bah, bien évidemment, c'est bien assez, et qu'on commence déjà par remplir ça avant de penser à la suite. Ça sera déjà beau si on arrive à les remplir contre des petites équipes sur des matchs qui sont pas planifiés le week-end, par exemple. Et on a tous vu la maquette, le nouveau design te plaît ? Ah, mais moi on en avait déjà parlé du nouveau design. Moi, un stade avant-gardiste, je prends. Oui, mais avant-gardiste, oui, d'accord. Mais il y a peut-être plusieurs manières d'être avant-gardiste. Enfin bon, après c'est l'esthétique, tu sais, ça c'est le genre de truc qui se discute pas vraiment, mais... Je le trouve bien. D'accord, bon bah c'est déjà ça, au moins on aura eu ton avis positif. Voilà, d'ailleurs, donc on aura certainement du naming, le stade Emilia, moi je trouve que ça le ferait, hein. J'espère que ce sera ça. La classe. Ah là, bah oui, là ça le fait. Mais ça j'achète, il y a aucun souci. On a déjà Casa Milan, qu'est-ce que tu veux, autant qu'on aille plus loin. Alors Nico... Il nous faut le quartier en entier. Exactement, exactement. Nico, bon, tu viens d'entendre l'exposé toujours très complet d'Emilia. Déjà, t'as vu la maquette comme nous ? La maquette, je l'ai vue, oui, j'ai vu les images. Et alors, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Est-ce que tu penses que 48 000 pour toi c'est suffisant ? Non. Oui ou non ? Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est 60 000. Après, je pense que ça 80 000, ça sert à rien. Car on remplira jamais contre Palerme 80 000 places. Mais, soi-disant, si le but des Chinois, c'est de faire venir 10 000 Chinois déjà à Milan, déjà 35 000 plus 10 000, ça fait 45. Donc bon, c'est un truc bête. Et je reste à dire aussi que... Il faut savoir qu'il y a une demande incroyable, et ça j'ai l'habitude d'y aller au match, même quand Milan affronte l'Inter et que ça joue pour la 10e place, il y a des demandes incroyables et le stade arrive quand même à être complet. Mais pour l'Inter ? Oui, pour l'Inter, oui, mais il faut prendre en considération que quand par exemple Ronaldinho est venu au Milan, il y avait une moyenne de 60 000 personnes au stade. Alors les dernières années ont été ridicules, faut bien être d'accord, mais ils ont maintenu des chiffres, on va dire quand même corrects par rapport à l'Italie, avec des équipes ridicules. C'est-à-dire, on voyait rien comme stade. Demain, il y a des stars qui vont au stade. Je suis sûr que les gens reviennent au stade.
Oui, c'est possible, puis s'il y a les 10 000 Chinois en plus, alors là c'est terminé. Hein. Demain... Ibrahimovic, c'était pas plein San Siro. Hein. Attention, Ibrahimovic, avait des taux de remplissage ridicules. Hein. On était pas à cette... Moi, je peux te dire que la différence, je la vois quand Ibrahimovic est parti. J'ai fait un Milan-Sienne un dimanche après-midi à 15 000 personnes dans San Siro. Ouais, bah voilà, mais voilà. En général, quand même, si demain Milan rejoue le haut du classement, il va y avoir 50 000. Après, jouer au haut du classement, on veut dire après aussi Ligue des Champions. Ligue des Champions, 48 000. La Juventus, de toute façon, ils le disent, hein, ils ont des demandes de place comme le Parc des Princes, qui sont énormes pour la Ligue des Champions. Ils ne peuvent pas... Les prix des places donc valent une fortune, vu qu'ils ont énormément de demandes. Alors oui, le stade est plein, c'est sûr, mais même s'il y avait 10 000 places en plus, il remplirait largement. Pour moi, 48 000 places, c'est bien si on joue qu'en Italie, quoi. Voilà, sauf que là, je vais pas me faire des amis hein, en disant ça, mais je suis désolé, mais étant donné la problématique non seulement des structures, des stades évidemment, mais également de leur population en Italie avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, ça va leur permettre de faire un écrémage aussi. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand on a des supporters qui se font poignarder autour des stades, quand on a des drapeaux nationalistes, des drapeaux fascistes qui sont déployés dans des tribunes, quand on voit des images comme celles qu'on a pu voir notamment l'année dernière dans les stades en Italie, pouvoir se permettre d'avoir effectivement plus de demandes et du coup pouvoir sélectionner entre guillemets un petit peu plus, moi je vois pas où est le problème. À la limite, tant mieux quoi. Non mais c'est intéressant comme débat. Alors, Nico, je pense qu'avant que tu réagisses, on va donner un petit peu la parole à Superlio, puis qu'on va faire un deuxième tour sur ce sujet, parce que c'est vrai que le débat est intéressant, il y a plusieurs thèmes, hein. C'est vrai, il y a les grandes confrontations, les grands joueurs qui peuvent revenir, et d'ailleurs ce serait intéressant d'avoir les affluences et les moyennes d'affluence à l'époque Sacchi Capello. Moi ça m'intéresserait de savoir si on remplissait à l'époque, alors faut dire qu'il n'y avait pas la télé, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait peut-être plus facilement du monde, mais il y a aussi le problème, comme le dit Emilia, c'est vrai, d'un écrémage peut-être nécessaire, sans forcément arriver aux extrémismes d'outre-Manche, hein, de ce qui se passe en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y a que les gens très fortunés qui peuvent s'offrir les abonnements et les matchs, et en gros les working class se retrouvent au pub tout simplement. Mais Superlio, comment tu vois ça, et est-ce que tu pourrais réagir à ces arguments avant qu'on refasse un tour de table sur le sujet? Alors, juste une parenthèse, tu demandais les affluences Sacchi et Capello. Les records d'affluence en Serie A ont été établis justement dans les années 90, notamment à partir de l'année 91. Donc un an après la Coupe du Monde en Italie, avec des stades neufs et modernes à l'époque, on n'était pas loin des 32 000 personnes pour une saison en Italie. Et le Milan avait les records avec pas loin de 65 000 personnes. 65 000 de moyenne, oui, ça c'est sûr que c'est pas mal, effectivement. 91-92, c'est la première année de Capello, si je me trompe pas. Hein. Donc, très bien. Et alors, quelle est ton opinion? Est-ce que tu penses que 48 000 c'est trop peu? Je sais qu'au Parc des Princes, le PSG par exemple, trouve le Parc des Princes trop petit. Ils hésitaient entre aller au Stade de France ou agrandir le Parc des Princes, si tant est que ce soit possible, parce qu'on rappelle que c'est au-dessus du périphérique. Est-ce que pour le Milan, il faudrait moins de place qu'au Parc des Princes? Moi, je pense que pour le PSG. Que 48 000 places, ça suffirait. Après, pour moi, le modèle à suivre, c'est celui de la Juventus. Posséder son propre stade, le remplir, ça serait déjà pas mal. Moi, je pense que c'est tout à fait raisonnable, 48 000 places. Mais tu penses que le Milan, avec des nouveaux investisseurs et des grands joueurs, ne sera pas trop à l'étroit dans un stade à 48 000 places? Après, ça dépend de quel grand joueur et tout ça, mais après... certains matchs ne permettaient pas non plus de remplir San Siro à la grande époque. Hein. Ah non, à la grande époque, oui, je sais pas. Oui, c'est sûr. Ça devait arriver certainement, mais tu me parlais de 65 000 de moyenne, quoi. Hein, donc c'est vrai que, alors ça fait loin, c'était il y a 20 ans, etc. On est d'accord. Bon, Nico d'ailleurs, qui n'avait pas fini tous ses arguments, va rebondir là-dessus. Donc tu défends, toi, le stade à 60 000 places, c'est-à-dire le Vélodrome ancienne version, par exemple. Hein. Pour moi, il faut déjà Milan est un club très populaire avec un nombre de supporters dans le monde assez impressionnant. Donc il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir le Milan AC, ça va être la guerre, et quand j'ai la guerre, ça va être la guerre pour avoir des places, pour les gens qui veulent aller au stade. Il faut leur demander à la Juventus, au club de supporters de la Juventus, bon c'est leur souci, mais il faut quand même savoir que du Dele Alpi où ils étaient 80 000, alors oui, il n'était pas constamment rempli, mais aujourd'hui, pour avoir une place, ils sont obligés de la payer 5-6 fois le prix que réellement elle vaut pour pouvoir aller au stade, sinon c'est impossible. L'abonnement, un exemple à Turin, hein, il a pris 150 € en 10 ans. D'accord. Dans les mêmes parkages. Et quoi qu'il arrive, après c'est vrai qu'il dit écrémage, Emilia il a raison, il y aura écrémage. Je bouge un peu en Italie en faisant les déplacements quand il faut suivre le Milan. À Vérone, je suis pas allé à Palerme mais on peut te me l'expliquer. Enfin, dans n'importe quel stade en Italie, même à Rome, on rentre quasiment les mains dans les poches. Si on a le billet, ben c'est tant mieux pour rentrer, hein, mais c'est pas non plus ça qui est embêtant. La fois on est allé à Turin au Juventus Stadium.
J'ai dû montrer ma carte d'identité, ma carte du supporter. J'ai eu un deuxième contrôle pour être sûr. Il me fallait un autre papier pour justifier que j'allais avoir ma place, qu'il n'y a que les Italiens qui peuvent acheter ces tickets. Limite, si on ne demandait pas une prise de sang pour rentrer. Une fouille que je n'ai jamais vue en Italie, avec à enlever les chaussures. Ils n'ont pas mis de gants en latex, Nico, non? Non. À un moment donné, t'as pas vu le gars enfiler les gants, parce que là, faudra partir en courant. Non, quand même Mettez pas. votre pantalon, monsieur. Mais quoi qu'il arrive, j'ai vu la différence quand même avec un stade tout neuf. Il y a des caméras, ça marche en fait. La différence, c'est que les caméras marchent. Alors, il y a quand même des débordements parce que bon, ça reste. Ah, il y a l'électricité. Même si c'est neuf, il reste quelques petits débordements. Mais à mon avis, il y a beaucoup moins de débordements au Juventus Stadium que dans beaucoup d'endroits en Italie quand même. Car, non, mais ça, c'est positif, les supporters adverses sont sacrément fichés pour rentrer au stade. Je peux vous assurer que quelqu'un qui par exemple n'est pas à jour, qui est interdit de stade, parce que nous on connaît des gens qui sont interdits de stade en Italie qui rentrent au stade. Ouais. Et là, je peux vous assurer que là, ils ne rentrent pas. Déjà, vous avez affaire à la police déjà pour commencer, donc pour rentrer, donc c'est plus strict quand même que le vulgaire stade, enfin vulgaire. Reconnaissance faciale, etc. Que le stadier qui a son petit blouson vert et qui est là pour prendre 20 euros pour sa soirée. Il n'a pas envie de prendre des coups ou manger une pêche parce qu'on interdit un ultra de rentrer au stade. Mais il y aura un écrémage par la classe sociale, par le portefeuille finalement. C'est une certitude. Ah mais c'est dommage ça. Les places rien qu'à San Siro ont déjà augmenté. Oui, voilà. Donc voilà, les places les moins chères n'existent plus à San Siro. Ouais, mais il y a aussi des pauvres qui se comportent très bien et qui aimeraient aller au stade, quoi. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, donc c'est toujours un peu gênant de voir que ça se fait toujours au portefeuille. Ça me rappelle la Coupe du Monde 98 et la déclaration de Deschamps qui voulait des gens en basket plus que des mecs en costard. Il a entièrement raison. Et ouais. Qui met l'ambiance. Et oui, mais voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, si le petit peuple pour lequel j'ai la plus grande considération, et je parle de celui qui se comporte bien, hein, je parle pas des cassos bien évidemment, doit se retrouver au pub ou devant sa télé pour assister à un match de son équipe favorite, moi j'avoue ça me pose un problème. Bon. C'est un sport populaire avant tout. Hein, donc, c'est pas le rugby. C'est des magots de dire ça, mais ouais, c'est un foot populaire et moi il y a un truc qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié, mais quoi qu'il arrive, je veux dire moi oui c'est ça, l'abonnement je l'ai jamais pris à San Siro, on me l'a proposé plusieurs fois, je le prends pas parce que je peux avoir des prix pour aller au stade, parce que c'est vrai, Emi Aldi il est jamais rempli. Le Milan Club Vaucluse aura 16 places, voilà. C'est important de le dire. Donc il y a pas de problème et je l'ai jamais pris parce que voilà, je sais que j'ai aucun problème pour aller au stade, j'arriverai toujours à avoir des places même pour les grosses rencontres. Demain je sais qu'il y a le nouveau stade. Je vais prendre mon abonnement à San Siro, comme ça je serai prioritaire pour la nouvelle année parce que je sais que c'est une certitude, il va se remplir, il est neuf. Même à Nice, avec une équipe de bras cassés, il s'est rempli la première année. Donc Milan, les gens vont vouloir aller au stade, vont vouloir le voir, vont prendre l'abonnement, ils vont faire comme d'habitude, la première année, ils font des offres pour que les gens prennent l'habitude d'aller au stade. En plus, Emilia disait quelque chose par rapport à l'endroit où se situe le stade. Il faut savoir que je suis allé voir l'exposition universelle. Il n'y a rien du tout autour de l'exposition universelle. Ça a été spécialement créé, ça a spécialement été fait là-bas pour essayer de créer quelque chose, un pôle. Et c'est pour ça que Barbara Berlusconi s'était félicitée d'avoir eu l'accord, car apparemment, ils ont eu le plus gros, ils l'ont passé. Ça va être quasiment acquis. Il n'y a pas de raison que ça se fasse plus maintenant le stade. Hein. C'est une question de temps. Mais bon. On verra, mais moi c'est pour ça que j'aimerais un stade un peu plus grand pour essayer déjà qu'il y ait une demande au niveau des places, rien que pour les gens qui veulent y aller, sans parler du prix, que les gens puissent essayer plus facilement d'avoir des places. Parce que quand moi je suis allé voir Milan-Barcelone, il y a des gens quand même qui sont venus de Pologne, qui se sont tapés 48 heures de bus, sans dormir une nuit à l'hôtel, qui viennent voir juste pour voir un match. Ces gens-là ils pourront pas aller le voir. Ce sera impossible pour eux de venir au stade et de venir le voir. Alors ça va être des gens qui vont avoir énormément d'argent qui pourront regarder ces matchs. Et ça c'est hors de question. Moi j'ai envie de continuer à aller au stade. Très bien, Emilia, alors réaction. Alors déjà pour la comparaison avec l'Angleterre, moi j'ai pu aller au stade en Angleterre sans aucun problème. Ça là-dessus, il y a pas de souci. Même en termes de tarifs, c'est pas. Ah bah dis donc, j'ai vu quand même que l'abonnement du dernier de Première Ligue coûtait plus cher que celui du Parc des Princes. Hein. Bah, l'abonnement évidemment, mais je parle de la place quoi. Oui, mais j'imagine que c'est proportionnel, c'est-à-dire que Emilia, à titre un titre de comparaison, j'ai fait Tottenham-Milan, Arsenal-Milan et Manchester-Milan. La place se situe environ à 80-85 € pour un huitième de finale de Ligue des Champions. Il faut savoir que Milan vend ses places de Ligue des Champions pour les supporters adverses à 30 €. Et pour l'Euro 2016, ça commence à 30 € aussi. Bon là, vous savez pas quelle équipe... J'avoue quand même que j'étais mieux placé pour les matchs anglais que les matchs que les Anglais sont en Italie. Je l'avoue. De toute façon, quand t'es placé n'importe où dans un stade en Angleterre, tu vois très bien. Ça, par contre, il faut absolument pas. Ah oui, non, les stades sont magnifiques. Emilia, tu vas y aller à l'Euro 2016 ou pas?
À l'Euro 2016, ça va pas, toi? Qui va pas. Bon. Parce que non, tu as vu qu'ils mettent des places en vente, tu sais même pas Oui, quelle oui. équipe tu vas voir jouer. Parce que tu peux tomber sur un match Autriche-Serbie, tiens voilà, et j'ai rien contre ces équipes-là, mais tu le sais pas à l'avance si tu veux. Bon, par contre les places sont pas chères, mais on est en France. Alors est-ce qu'au Milan, maintenant il va falloir payer très cher sa place? C'est ça la question. Bah, après, là, c'est vraiment un choix politique de la part des dirigeants. C'est savoir ce qu'ils veulent faire, savoir ce qu'ils veulent véhiculer comme image, ce qu'ils veulent. Parce que le stade, c'est plus seulement le lieu où tu viens voir ton équipe. C'est aussi, étant donné que les matchs sont de plus en plus télévisés, c'est aussi un vecteur d'image important. Et donc ça a commencé avec les panneaux publicitaires, etc. Et donc évidemment, tout ce qui se passe dans le stade maintenant, au niveau des supporters, etc., c'est de plus en plus, ça veut être de plus en plus encadré. On a notamment dans l'évolution, comme ça, on a eu, vous savez, pour les matchs, par exemple le barrage France-Ukraine pour la Coupe du Monde, il y avait des drapeaux sur tous les sièges qui avaient été posés par la fédération, parce qu'il fallait un stade bleu-blanc-rouge, parce que ça fait bien pour la télé. Et ben maintenant, on est de plus en plus là-dedans, on est dans la représentation et le public fait partie du spectacle. Donc à partir de là, on en pense ce qu'on en veut. J'émets aucun jugement de valeur. Je dis juste que dans cette logique-là, ça se tient. Bon, bah très bien, au moins l'argument est clair et les auditeurs évidemment trancheront. On va demander à Superlio de clore ce débat avant qu'on passe au transfert et à l'équipe type. Oh, je pense que vous avez tout dit. Après, c'est vrai que le supporter lambda risque de souffrir de cela. Et après, il y aura un autre argument, c'est de dire que San Siro et le Milan AC, c'était une longue histoire. Le derby de Milan à San Siro, c'est quand même quelque chose. Là, on perd peut-être une identité. Comme l'était le Dele Alpi ou le Stadio Comunal à l'époque. Moi, ça me choque pas plus que ça. Le Communal, je suis d'accord. Le Communal. Et moi, quand je vois la Juve aujourd'hui, quand je vois comment ça tourne, quand je vois tout ce qui s'y passe, j'ai pas l'impression qu'ils perdent leur âme pour dessous. Hein. Donc moi, sur ce côté-là, j'y crois pas trop. Mais c'était pas possible donc de moderniser San Siro. C'était pas une option viable. Par contre, ça coûte trop cher surtout. Ça coûte une fortune et en plus c'est plus cher que d'avoir un nouveau stade en fait. Voilà, et le stade de San Siro coûterait une fortune à racheter parce qu'il faudrait le racheter et le moderniser. Et le moderniser, sachant qu'il a en plus un loyer qui coûte une fortune, alors que le nouveau stade entre guillemets, il va coûter que, c'est là que je mets les guillemets, 320 millions d'euros. Ce qui n'est pas non plus pour un nouveau stade, c'est pas monstrueux. Hein. Bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Il y a des stades beaucoup plus chers. Bon, sans parler du projet de la Roma à 1 milliard d'euros, mais ça, franchement, c'est raisonnable. Hein. Bon, très bien, on aura entendu tous les arguments, je crois qu'on aura été très complet sur un sujet. Alors vraiment, je pensais pas qu'on s'étendrait aussi longtemps sur le sujet, mais ce fut intéressant, beaucoup d'arguments différents ont été développés, beaucoup d'aspects également différents ont été abordés. Donc maintenant, c'est Superlio qui a le moins parlé depuis le début de l'émission, donc qui va démarrer la dernière partie. Donc on va aborder les transferts. Alors Superlio, je sais que tu as regardé ça de très près, parce que tu regardes un petit peu comme moi, est-ce que le Milan s'intéresse aux Italiens, etc. On a vu Bertolacci pour 20 millions, tu nous diras ce que t'en penses, parce que j'imagine que toi tu le suis depuis quelques temps, on sait qu'il est convoqué régulièrement par Conte. On a vu le retour d'Eli, on a vu le jeune José Mauri qui est arrivé, on a vu Bacca qui est la star de l'attaque, et puis on a vu Luis Adriano. Peut-être que j'en ai oublié, vous pourrez compléter. Quelle est ton opinion sur ces premiers transferts en attendant peut-être l'arrivée de Romagnoli, que moi je souhaite évidemment. Ton opinion, Superlio? Alors je pense que ce sont des transferts qui renforcent l'équipe, notamment le milieu de terrain avec Bertolacci qui va apporter une touche technique. Et l'attaque qui a été totalement rénovée. Là, on prend Bacca qui sort de 2 grosses saisons avec le FC Séville. Bon, il a fait des saisons un petit peu comme celle de Falcao à l'Atlético Madrid et à Porto qui avait permis de gagner successivement 2 Europa League. On rappelle juste qu'il a 28 ans. Donc il est en pleine possession de ses moyens physiques. Oui, et on a Luis Adriano qui a cartonné en Ligue des Champions cette année. Si ma mémoire est bonne, il a mis un quintuplé. C'est ça. Batté Borisov en phase préliminaire. Est-ce qu'il a fait que ça ou est-ce qu'il vaut réellement quelque chose ce joueur? Parce que j'ai un petit bémol sur ce joueur. Il est intéressant, parce que quand on m'en parle pas comme un super joueur. Très bien. Non, pas encore super joueur, mais joueur intéressant. Ok, Superlio. Après, ce qui n'a pas encore été fait, c'est améliorer la défense. On parle de Romagnoli, bon, ça sera difficile. La Roma négocie au-delà de 25 millions d'euros. Le Milan a l'air confiant, ils pensent qu'ils l'auront à 25 millions. Il paraît que c'est fait même. Il paraît. Ça se murmure. Après, il y a plusieurs inconnus. Après, il pourrait être titulaire à la Roma, étant donné le peu de solutions que Garcia a à ce poste, parce qu'il a Manolas ou Yangba Mbiwa qui sont pas non plus des assurances à ce poste-là.
Et on a aussi le Napoli qui commence à surenchérir. Ils ont dernièrement presque abandonné la piste Astori. On remarque, on les comprend, mais c'est encore possible. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Alors on rappelle qu'il a 20 ans, que c'est le grand espoir italien en défense qui sort d'une très bonne saison. Alors certains disent oui mais c'est qu'une saison. Alors moi je réponds oui, mais enfin si c'est réellement un super joueur qu'il a 20 ans, ça veut dire qu'il peut faire 15 ans dans l'équipe type du Milan AC quand même. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut mettre de l'argent. Après c'est compliqué aujourd'hui, il y a un deuxième argument de trouver un vrai excellent défenseur. Alors encore plus à cet âge là bien sûr, mais même à n'importe quel âge quoi. En défense centrale, dans le football mondial à l'heure actuelle, les super joueurs sont peu nombreux, si tant est qu'il y en ait. Donc moi je suis très intéressé par cette piste, j'espère que ce sera conclu. On va demander à Nico ce qu'il pense de ce recrutement, est-ce que ça lui plaît, est-ce qu'il manque quelqu'un? On sait que Zlatan peut arriver, est-ce qu'il est pour l'arrivée de Zlatan ou pas? Nico, c'est à toi. Moi je suis mi-figue, mi-raisin, comme on dit. J'avoue que le recrutement, par rapport aux autres années, c'est sûr qu'il est mieux. Rien à dire, on va pas non plus se plaindre. Mais je sais pas, je me dis... Après le mercato est tellement fou et les sommes sont tellement folles que je me dis, en fait, on aurait peut-être pu avoir mieux à ce prix-là. Carlos Bacca, 28 ans, 30 millions. Et je pensais pareil pour Jackson Martinez. J'étais pas non plus... Je sais pas, pour moi, c'est pas non plus la valeur sûre qui arrive. Je veux dire, à 30 millions, j'attends d'un mec... Je sais pas, j'attends un Cador, en fait, devant. Et je sais pas si Bacca peut être un Cador. Je sais que c'est un très bon joueur pour l'avoir suivi à Séville. Surtout avec les matchs d'Europa League... Et le football que déployait Séville. Maintenant, je sais pas. Pour moi, c'est quand même une énigme sur le fait qu'est-ce qu'il va avoir. Par exemple, on imagine Ibrahimovic ne vient pas. La star de l'attaque, ça va être quand même Carlos Bacca. Non, ça va être Jérémy Ménez. Jérémy Ménez, on croise les doigts pour qu'il parte. On est d'accord, on est d'accord. Mais est-ce que, par exemple, il pourra prendre demain s'il y a besoin, comme était capable de le faire Ibrahimovic, Shevchenko, Inzaghi, d'aller mettre ce but à chaque fois qui fait gagner l'équipe? C'est la question que je me pose. En tout cas, à 30 millions, il a quand même un peu de pression sur les épaules. Ensuite, Luis Adriano, moi j'ai quand même souvenir d'un bon joueur, parce que j'ai pu le voir au Shakhtar Donetsk. Maintenant, je prends le cas Honda il y a 2 ans. On n'avait pas voulu payer 3 millions pour que le joueur puisse venir avant au Milan AC et avoir une condition physique. Là, cette année, pour 6 mois et l'avoir gratuit, on a préféré payer 8 millions. Alors, 8 millions pour 6 mois, je trouve ça sacrément cher. Soit disant qu'on avait en plus déjà l'accord avec le joueur, enfin on ne devait pas avoir tant d'accord que ça, vu qu'on devait avoir peur de se faire doubler pour pas attendre 6 mois. Mais bon voilà, là on n'a pas négocié, on a donné 8 millions, le Shakhtar a dit c'est 8 millions, ça sera, vu que les Ukrainiens ont pas besoin d'argent, donc ils fixent les règles. On a payé, on n'a pas cherché à comprendre. Bertolacci à 20 millions, moi je me rappelle du joueur que j'ai pu voir à l'époque à Lecce, et après Lecce, je sais plus où il était parti, parce qu'il a fait un autre club encore avant le Genoa. J'ai du mal à croire que ce joueur-là puisse un jour coûter 20 millions. Pour moi, j'ai l'image d'un bon remplaçant, mais pas plus. Alors, on va voir ce qu'il va donner. En même temps, on pouvait dire ça de Bonaventura il y a 2 ans aussi, et finalement, on s'aperçoit qu'il a fait le fameux... Bonaventura n'a pas coûté 20 millions, les gars. Non, je parle pas de l'argent, je parle du talent. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui explosent, et Bertolacci, qui est en train d'être appelé en sélection, là, depuis quelques temps par Conte, a quand même franchi un cap. Donc, on va voir s'il franchit un nouveau cap au Milan. Je vais pas mentir, demain, Nocerino, à l'époque, quand il a signé, on m'avait dit qu'il avait signé pour 20 millions. Je vais peut-être tirer la gueule aussi. Ouais. Bon, on verra un peu ce qui va se passer. Romagnoli, il se murmure quand même que le Milan est sacrément confiant parce que le joueur apparemment aurait refusé le Napoli. Oui, déjà. Il est pro Milan, je crois. Enfin, il est romain à l'origine. Parce que apparemment le Napoli serait monté à 30 millions et le joueur pour l'instant ne va entendre parler que du Milan parce qu'il sait que le Milan est très confiant sur le sujet. Donc pour l'instant il ferme les autres portes. Même Arsenal est quand même venu un petit peu se renseigner sur le sujet. Ils ont compris qu'apparemment ils se sont tout de suite enlevés, ça servait à rien. Il paraît qu'on attend que Bi arrive et c'est lui qui offrirait ce cadeau au Tifosi. Ben c'est parfait, Soupalio veut réagir avant qu'Emilia s'exprime. Alors, concernant Romagnoli, l'argument de poids est aussi la présence de l'entraîneur, Mijajovic, qui l'avait quand même lancé à la Sampdoria l'an passé, qui lui faisait une grande confiance, qui a permis de faire une saison pleine. Après, dans la presse italienne, ces derniers jours, les noms qui revenaient en cas de refus de Romagnoli, on avait Laporte de Bilbao. Alors, c'est trop cher. Une autre solution italienne de Serie A, Maximovic du Torino, sont les 2 pistes qui ont été évoquées pour la défense. On a parlé de Garay aussi et d'Abdenour. Ouais, j'ai entendu Garay, moi. Et Abdenour de Monaco, il paraît que ce serait... Trop cher. Il paraît que si ça se fait pas avec Romagnoli, il serait dans les bons papiers. Bon, en tout cas, ça fait nouveau riche cette histoire de mettre 8 millions sur Luis Adriano. Voilà, c'est ça, c'est nouveau riche. On passe de pauvre, parce qu'on ne dépensait plus un sou, on prenait que des joueurs sans contrat. Ouais.
à dépenser n'importe quoi parce qu'on dirait qu'on a un peu d'argent. C'est ça qui me dépasse en fait. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de juste milieu. Non, c'est vrai qu'on attend l'argent nous brûle les poches là effectivement. Là on a dit Ibrahimovic, on parle quand même d'un investissement de 50 millions. Oui, ça c'est lamentable. 34 ans, on rappelle 34 ans. Alors même si c'est un super joueur, rien à dire, mais enfin il sort quand même d'une saison très décevante avec le PSG où en plus il a été blessé souvent et longtemps. Mais ses prestations sur le terrain n'étaient pas toujours extraordinaires, donc je sais pas ça si ce serait un bon investissement. En revanche, investir sur des jeunes, moi ça me plaît. Baka, tu l'as très bien dit. Alors Baka, faut pas que ça fasse Ricardo Oliveira ou Ravi Moreno évidemment, hein, mais voilà, ça reste quand même un joueur qui a planté un peu partout là, donc on attend de voir ce que ça va donner. Il arrive comme la star de l'attaque. C'est son premier top club, hein. Oui, même oui. si on pourrait dire qu'actuellement Séville c'est peut-être au-dessus du Milan AC certainement, de niveau sportif. Clairement. Mais Il fait peut-être même un pas en arrière actuellement, mais bon. Il va falloir qu'il confirme, c'est aussi une inconnue, je suis d'accord. Et puis il a 28 ans, alors je disais qu'il est en pleine possession de ses moyens physiques, mais on a mis 30 millions sur un mec de 28 ans, c'est-à-dire pour un attaquant, quelqu'un qui a peut-être que 2 ans ou 3 ans grand maximum de haut niveau encore, vous voyez, parce que les avant-centres souvent après 30-31 ans, à part Inzaghi, mais en gros... ce joueur est très rapide, il y a quand même beaucoup de son jeu qui est... justement, voilà, c'est un peu comme Abaté, je dis pas qu'il a que ça, mais je veux dire, ça fait partie des joueurs, Gattuso à l'époque, ça fait partie des joueurs qui axent beaucoup sur le physique et qui, lorsqu'ils atteignent la trentaine, du coup, produisent des prestations de moindre qualité. On espère que ce sera bien, moi je suis content qu'ils viennent, il n'y a pas de souci, mais il va falloir qu'ils confirment rapidement. Emilia, c'est ton tour. Alors déjà, moi, avant de parler transfert, il y a plusieurs bonnes nouvelles que j'ai accueillies avec beaucoup de beaucoup de joie en ce début de mercato, c'est qu'avant de dépenser des fortunes, on a consolidé les bases, c'est-à-dire qu'on a prolongé Abaté jusqu'en 2019, une saison de plus pour Abiati, Gabriel jusqu'en 2018, bon, Niang, ils veulent le garder a priori 2019, et surtout De Jong jusqu'en 2018. Nigel. Voilà, je suis désolé, mais déjà, le premier truc, c'est ok, on va recruter, on a des moyens, machin, ok, mais on fait pas n'importe quoi. Déjà, on renforce nos bases premier plan. Et on va dégraisser aussi. Hein. On a dégraissé déjà. Attends, oui, mais on va continuer. Je me suis fait une petite liste. Vas-y, c'est important, on l'a pas évoqué, vas-y. Voilà, Muntari, Essien, Bonera, Rami, Saponara, Birza, Pazzini, Robinho, Armero, El Shaarawy, Gabriel part en prêt et Mastaï part en prêt. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Ouais, voilà, Saponara, non mais Saponara, je l'ai mauvaise, hein. Je veux pas ternir l'ambiance, mais je l'ai vraiment mauvaise. Pour moi, c'est le seul qu'on va pouvoir regretter, c'est Saponara, mais tous les autres, moi je regrette aucun, je suis désolé. Hein. On est d'accord, même si Mastali faudra le revoir. Oui, j'espère qu'on le regrettera pas El Shaarawy, moi. El Shaarawy, si ça avait dû être un excellent joueur, ça le serait déjà. Ouais, c'est vrai. Concernant les arrivées, par contre, Carlos Bacca, faut savoir de qui on parle, les gars. Deux coupes d'Europe successives. Quel joueur passé par le Milan AC peut en dire autant ces dernières années? Seulement le plus gros palmarès du Milan actuellement derrière Abiati. Hein. C'est évident. C'est un palmarès énorme. C'est un joueur qui est colossal. Moi, j'ai suivi la saison en Liga aussi cette année. C'est un joueur monstrueux, c'est des appels tout le temps, en permanence. Mais c'est formidable, on espère qu'il sera servi, c'est tout. Et puis surtout qu'il confirmera dans un autre contexte, parce que tu sais très bien, Emilia, que même des super joueurs, rappelle-toi Zambrotta au Barça, même des super joueurs, parfois dans un autre contexte. Alors moi, je suis positif, ça me fait plaisir, j'ai envie de le voir, vraiment. Si j'ai une appétence et une curiosité pour ce début de saison, c'est en grande partie pour lui, je te l'avoue. Hein. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que le mec a cartonné en Liga et en Europa League, il va se retrouver en Serie A. Avec tout le respect que j'ai pour la Serie A, à mon avis, il va s'amuser. Hein. Concernant donc les autres, Luis Adriano, j'ai déjà donné un peu mon sentiment. Pour moi, j'attends de voir. Je suis pareil. Moi, j'ai de l'intérêt pour ce joueur. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Quel âge ça, par contre, je sais pas. 27 ans. 27 ans, il est jeune. Ah ouais, 27 ans. 26-27, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, je m'attendais à plus jeune, tu vois, pour quelqu'un comme ça, quand met 8 millions avant la fin de son... Je pensais que c'était une pépite, tu vois, quelqu'un qui avait une grosse marge de progression. Non, c'est pas Pato, hein. Non mais voilà. Super. 26... Oui, c'est vrai que tu y tenais à ton Pato. 26-27 ans... 28 ans. 28 ans, dis donc. 8 millions, 28 ans à 6 mois de la fin du contrat. Un peu déçu là pour l'affaire. Avec ce mercato là, moi ça me surprend pas. Hein. Rappelons que Manchester City a claqué 70 millions pour Raheem Sterling. Ouais, mais d'accord. Bon, on a fait très bien. Liverpool on a encore mis 50 pour un attaquant. Enfin, je veux dire, on s'en tire très bien avec 30 pour Bacca. Hein. L'affaire Carroll n'a pas servi à Liverpool, je crois. Ah non, mais Liverpool c'est une catastrophe. Mais José Mauri, on est content. C'est un jeune qui vient durcir un petit peu le milieu de terrain. C'est pas mal. Ouais, intéressant. Maintenant, il arrive gratos d'un club en perdition. D'ailleurs, on devrait peut-être avoir un petit mot.
Et Donc, Bertolacci, t'as pas dit de mots sur... Ouais, Bertolacci, moi j'ai hâte de voir aussi, c'est pareil, là Ouais. il franchit un palier, j'attends de voir. À noter aussi, on a acquis les droits définitifs pour Simone Verdi, je pense qu'il va repartir aussi vite qu'il est arrivé, mais Oh, c'est Mais fini voilà. Verdi déjà. Hein. c'est fini, il est déjà reparti. Au Genoa apparemment, au Empoli c'est quasiment fait. Il y a Zaccardo qui refuse toutes les propositions qui arrivent. Bon, ça fait 4 ans. Hein. Ouais, comme Calazzi à Voilà, l'époque, normal. comme plein de gens. Mais oui, mais on est bien à Milan, qu'est-ce que tu veux. Donc il fera. Kulusevski Donc aussi avait fait ça. là, ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière. Voilà, quoi qu'il arrive. Et il y a Suzo peut-être et Nyang aussi, peut-être en prêt. Ça dépend s'il y a de la place pour eux pour jouer. Ouais, mais Souzo, Ça moi dépend des j'aimerais bien le arrivées, garder, je le trouve bon et je trouverais dommage de nous en débarrasser. Je pense Moi, qu'il vaut quelque Souzo- chose. Souzo, j'y crois pas. Ah bon? Ah bah moi ce que j'ai vu en fin de saison, ça me plaisait beaucoup en tout cas. hein. Non, moi j'ai justement des amis qui l'ont vu évoluer du côté de Liverpool, qui m'en ont parlé, j'ai regardé des matchs avec eux, je l'ai vu évoluer ce joueur, moi j'y crois pas trop, surtout avec ce système de jeu. Ah bah c'est plus sûr un que si on genre- joue à deux plus un genre attaquants, de c'est côté. mal barré. Effectivement. Bah justement, on va passer à l'équipe type, il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais vous demander d'être bref. C'est Soupalio qui va commencer, alors à Diego Lopez hein, dans les buts, hein, qui pourra conseiller pour les implants Paletta, hein, bien évidemment. Et donc en défense centrale, qui tu mets alors? Bon, est-ce qu'on prend en compte Romagnoli ou pas? Bah c'est compliqué, on va essayer. Enfin moi j'aimerais bien, mais si c'est pas Romagnoli, imaginons qu'ils viennent pas et qu'on recrute personne en défense centrale, j'ai de Ça sérieux doutes. sera, en défense centrale, ça sera Alex et Mexes. Hein. Non Paletta. Paletta, oui, bon, ça... Paletta Mexes ou Paletta Alex, on va dire ça. Oui, Abaté à droite, Antonelli à gauche. Deschilio remplaçant. Deschilio remplaçant. Alors on va s'arrêter là pour l'instant si tu veux bien, parce que j'aimerais qu'on fasse ligne par ligne, ça permettra de discuter, parce que sinon c'est compliqué de revenir sur tout. Alors Nico, ta défense. Bon, je prends avec ce qu'il y a actuellement. Oui pour l'instant oui, et puis Oui. un souhait Bah, éventuellement peut-être. À mon avis, on va y croire. Allez, Deschilio à gauche, qui prend la place d'Antonelli, ça me ferait plaisir. Ah bon? Bah, Deschilio, s'il nous refait la première saison qu'il nous a fait, Antonelli, il n'y aura pas photo pour moi. hein. Antonelli est très bon quand même. Hein. Je pense que pour moi, il est bon, c'est un bon remplaçant. Il a été, je pense, il a fait des bons matchs. Le problème, c'est qu'on avait tellement rien avant qu'il faut que dès qu'on a un mec qui sort un bon match aussi, je crois qu'on Ouais. on le regarde Ouais, avec des yeux émerveillés. Mais je pense que Deschilio, il y a quand même un certain potentiel. Je pense que il est à un moment comme El Shaarawy. J'ai un moment où il va falloir faire essayer d'en faire une deuxième de bonne saison. Il y a un nouveau coach, il faut repartir. Même Abaté, je pense qu'il fasse attention cette année. Il a intérêt à faire des bonnes Calabria. prestations. Oui mais Car, c'est bien, c'est bien. parce Il y a que- 4 Italiens, il y a une concurrence saine, c'est parfait ça, c'est Parce qu'on a même formidable. parlé de mettre Deschilio aussi à droite, donc ça rajoute parce que Calabria pourrait jouer aussi à gauche. Enfin, ça peut Oui. bouger. Donc bon, dans l'espoir, j'aimerais quand même Abaté à droite, Deschilio à gauche. Ouais. Je vais dire Romagnoli dans l'axe. Et je sais même pas qui je mets à côté parce que pour moi, Paletta, Zapata, le Mais cercle Paletta, Calder, mais tu dis pas de conneries, Paletta a été bon sur les 6 mois qu'il a fait chez nous. il a fait 6 mois. On va voir la suite. Oui mais tu peux pas le comparer à Zapata qui a été nul à chaque fois quand même. Zapata, C'est il y a eu pour moi, je continue à répéter, Mexes, Zapata, Paletta, pour moi, on est quasiment du même niveau. Peut-être pas. Paletta est peut-être dans une meilleure forme, mais ça dépend. Mexes, quand il est dans une bonne forme, il est au-dessus des autres aussi. Hein. Oh non, t'es influencé par ses problèmes capillaires. Il y a que ça. Il préfère les blonds qui font Regarde, des UV. bon, là, c'était un match de préparation, mais bon, quand on a vu, hein, Paletta, il y a eu Alex aussi, hein, pour se retourner, c'est compliqué hein, quand il est passé le joueur. Hein. Ah oui, mais c'est ça, fini, on a on pris un mec oublie, de on oublie. 30 ans, mais on a pris. Mais attends, mais c'est incroyable ça. On prend des vieux aussi. Sur pareil, hein, moi j'arrête pas de dire qu'il faut pas recruter au-dessus de 25 ans. Alors là, on est surpris, on dit ah bah oui, ils sont lents. Dès qu'il y a un mec un peu vif, alors c'est sûr quand ils se retrouvaient face à Quoi Sassuolo qu'il avec arrive, je Sansone, reste à penser que avec le- Zaza et avec Berardi, là c'était compliqué. Mais évidemment, mais arrêtons Arrête. de recruter des vieux. T'as raison, certainement Paletta va commencer la saison en tant que titulaire. Maintenant, ils sont tellement pour moi tous d'un niveau quasiment similaire, ces trois-là, que en fonction du niveau à un moment à l'entraînement de l'un ou de l'autre ou des prestations sur le terrain, ça peut très vite changer. Bon, alors Emilia, ta défense. Alors, bon, Diego Lopez dans les buts, on discute pas. Alors, d'abord les latéraux, Antonelli à gauche pour moi, parce que De Ciglio, j'ai été très déçu. Abaté à droite, brassard de capitaine. Ah, on est d'accord. Mais ce Et- sera Montolivo, mais on est d'accord. Voilà, et ensuite, alors pour moi, pour la défense centrale, je me suis basé pour mon équipe type sur le groupe qui est parti, je crois c'est en Chine. Ouais, c'est en Chine. Ouais. Donc moi, de base, avec ceux qu'on a, je mets Paletta titulaire, et après sur le deuxième poste, j'hésite entre soit Alex, soit Eli que j'ai trouvé excellent. Oui, c'est vrai. Eli, j'ai beaucoup aimé, et donc moi, sinon, si je prends en compte les rumeurs de transfert comme étant acquises, Alex devrait partir aussi. voilà, et on a parlé du recrutement de 2 défenseurs et non pas d'un seul. Moi, je mets une défense Romagnoli et Ezekiel Garay. Ah bah ça aurait de la gueule, hein.
D'autant que je tiens à Tu te rends préciser- compte de passer sans mentir de Zapata à Mexer sur ça, quoi. Oh là là. Non, Ouais, mais attends, simplement, on est d'accord, hein. Ouais, petit aparté sur Garay, qui en plus d'être un excellent défenseur, a un passeport espagnol, donc n'est pas extra-communautaire. Je tiens à préciser, parce que ça fait partie des débats aussi, ça. Ouais, données essentielles, c'est vrai. Bon, alors du coup, Emilia, tant que t'as la parole, tu peux enchaîner sur le milieu. C'est parti. Alors, donc on part sur un milieu 4-4 de losange, d'après ce que j'ai compris pour cette saison. Donc moi, j'ai fait ma compo dans ce sens-là. De Jong, indiscutable devant la défense. Je Donc pense devant que la là- défense, plutôt que... Parce que il paraît qu'il y aura un débat, pardon de te couper, hein, mais il y a un débat comme quoi Mihailovic pourrait monter De Jong d'un cran, un peu comme Gattuso, donc côté droit légèrement, pour mettre Montolivo devant la défense. On en reparlera. Je termine. Non, mais c'est Ouais, juste non, pour mais- l'actualité, parce que c'est tout frais, c'est pour ça que je dis ça. Bien sûr. Donc ensuite, moi, je mets Bertolacci parce que tu mets pas 20 millions pour cirer le banc Exactement. à côté de lui. Ensuite, sur le deuxième poste à côté, j'hésite entre deux joueurs et je pense que ça tournera entre Poli et Bonaventura. Ouais. Moi, Bonaventura en 10 m'a pas convaincu. Et par contre, sur le poste de 10, alors la grosse hésitation, puisque évidemment, on risque de voir Honda, donc ce qui serait logique. Mais moi, j'ai une préférence pour Montolivo, comme il était utilisé avec Conte, ça me plaisait bien. Donc, Montolivo au poste de 10, et sinon, Bonaventura, évidemment. Ouais, c'est difficile de mettre Montolivo sur le banc parce qu'il est capitaine et on met pas le capitaine sur le banc. Il faudra voir comment il revient. Je pense qu'il a de fortes chances de finir devant la défense parce Bien que sûr. physiquement il est pas au point et je pense qu'ils vont essayer de le repositionner à la Pirlo, qu'ils vont monter De Jong d'un cran. Si je faisais un petit pari, ce serait ça. Cela dit, l'idée n'est pas mauvaise, hein, mais Montolivo physiquement va devoir bien revenir. Après, on en parlait avec Nico au téléphone il y a peu de temps. Il sort de deux saisons, alors une mauvaise saison et puis l'année dernière c'est difficile de juger parce qu'il a été longtemps blessé. Je me rappelle quand même que sa première saison à Milan était très bonne. Donc s'il pouvait retrouver ce niveau-là, là il serait pas discutable. Soupalio, ton milieu de terrain. Alors, comme on part sur la base d'un 4-3-1-2, c'est ce que faisait Mijajovic à la Samp, donc je dirais De Jong, Bertolacci sûr. Après, j'hésiterai entre Montolivo et Poli, qui est quand même méritant sur ce qu'il a fait l'an passé. Même le match à Lyon, c'était quasiment l'un des meilleurs sur le match amical de samedi. Mais depuis janvier, c'est quasiment le meilleur Milanais. Hein. Oui, sans compter que parfois Sidorf faisait jouer arrière droit aussi. Hein. Non, mais moi effectivement, il est très polyvalent, il se donne, et puis il est beaucoup plus clairvoyant que ce qu'on pouvait penser, il est très lucide, il marque des buts en plus, alors c'est pas comme Conte ou Ambrosini à leur grande époque, mais il marque quand même, il est opportuniste, il est parfois décisif, y compris par ses passes, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup titulariser aussi, en tout cas je pense il vaut mieux que simple 12e homme, et sur en tout cas les dernières saisons, il mérite beaucoup plus sa place qu'un Montolivo, ça c'est indéniable. Hein. Et tu titularises Bonaventura aussi, j'imagine? En numéro 10, oui, parce qu'il est capable de faire un repli défensif et c'était aussi son poste à la base quand il jouait dans les équipes de jeunes italiennes et à l'Atalanta au tout départ. Donc voilà, donc il faudra le voir à ce poste-là, en sachant que l'an passé, il n'a pas évolué à ce poste-là, donc ce sera la grande inconnue. Alors là, certains disent oui, mais sur les matchs amicaux, il n'est pas extraordinaire, sauf que je rappelle qu'on a repris il y a 15 jours, qu'on est en phase de préparation, qu'on ne peut pas nous comparer à une équipe comme Lyon qui déjà a repris il y a beaucoup plus longtemps, la L1 et la Serie A reprennent pas au même moment, puis si surtout à une équipe de jeunes rodés qui jouent ensemble depuis je sais pas combien d'années. Donc on jugera le collectif milanais fin septembre et pas avant, même si on espéra qu'il... En plus, la Ligue des Champions, donc il y a une autre préparation déjà finie. Exactement, on espère que le Milan sera prêt évidemment avant fin septembre, hein, bien sûr, mais collectivement, il y a des chances que ça mette un petit peu plus de temps que ce que les supporters attendent. Bien. Il faudra peut-être voir le mercato. Hein. Si Ibra arrive, on peut penser changer. De toute façon, le poste de numéro 10, dans ce cas, ce sera Ibra qui joue quasiment... bien sûr que non, il sera devant, Ibra. Mais non, mais tu sais, au PSG, regarde-le, il arrête pas de décrocher, il est jamais devant. Il arrête pas de dire que si Ibrahimovic est à Milan, c'est ce que je comptais faire dans ma compo, il va être en numéro 10. Mais évidemment, Emilia, il est plus attaquant, Ibrahimovic, regarde-le sur le terrain, il passe sa vie en rang central. Je le regarde, mais quand tu regardes la feuille de match, c'est Pastore le numéro 10 du PSG. C'est pas Ibrahimovic. Ibrahimovic il est compté comme attaquant de pointe. Dans les faits, celui qui prend le jeu à son compte, il mange le poste du numéro 10. Voilà, on est d'accord. Le poste du numéro 10 à la place, il tient pas son poste. Ça déchargera Bonaventura. Ibrahimovic, on l'a déjà vu à une époque à Milan, il joue un peu où il a envie de jouer. Exactement. Si demain il a envie de jouer sur l'aile gauche, il jouera sur l'aile gauche. Bon, Nico, ça tombe bien, c'est à toi. Alors je mets Montolivo devant la défense parce que j'ai rien d'autre à mettre. Voilà, déjà pour commencer. Tu crois plus en lui, c'est terminé. Hein. Montolivo, je t'avoue que c'est déception sur déception. Non mais depuis 2 ans c'est vrai. Mais avoue quand même que les blessures l'ont pas aidé. C'est sûr, mais moi là je suis comme Deschilio, comme El Shaarawy, c'est l'année où il va falloir un petit peu à un moment oui, c'est confirmer sûr. Quoi. Bah, alors, lui il ne va rien coûter au pire en termes de transfert vu qu'il était venu gratuitement.
Mais bon, s'il réussit pas cette année, on va commencer peut-être à penser à s'en débarrasser. Non mais là quoi, c'est parce qu'il a un évident. gros salaire, hein. Non mais s'il se foire cette année, de toute façon il partira. Donc voilà. Bon après, je sais qu'il est apprécié par les tifosi. Hein. C'est quand même, les supporters l'aiment beaucoup. Bah parce qu'il est sérieux quoi. Qu'est-ce que tu Il est veux très sérieux. Il C'est est pas très sérieux. Boateng, Il y avait hein. un truc tout bête quand j'étais allé à Madrid. On avait pu voir contre l'Atlético, on avait pu voir les joueurs le lendemain à l'aéroport. On était tombé sur eux donc après la fessée contre l'Atlético. Et ben lui, il était blessé. C'était le seul mec qui avait fait le déplacement alors qu'il n'était pas convoqué, qui avait fait le déplacement avec les joueurs. Bon, Ça prouve allez, quand même l'application. faut qu'on Et- accélère Nico parce que l'heure tourne. De Jong devant, à la place où vous voudrez le mettre Mihailovic. Bonaventura à gauche. Et dans ces cas-là, je mettrais si Ibrahimovic est là, bon, Ibrahimovic. Sinon, allez, je donne sa chance à Keisuke Honda une dernière fois. D'accord, donc Et devant, je Bertolacci mets la 20 doublette, millions sur le banc. Quoi Bertolacci 20 millions sur le banc. J'y crois pas, moi. D'accord, ok, donc on a mis 20 millions sur le banc. Ok, bah on verra Nico. Et Baka Adriano devant. Ok, très bien, j'ai tendance à penser la même chose, sauf évidemment que je titularise Bertolacci. On passe à l'attaque, donc maintenant, puisque tu as enchaîné avec Soupalio. Ça sera l'attaque pour l'instant, les deux attaquants qui ont été recrutés, hein, Bacca et Luis Adriano. Un petit bémol, j'aurais quand même bien aimé conserver Pazzini, un renard des surfaces, un joueur comme ça sert toujours dans un effectif. Hein. C'est pas moi qui vais te contredire. Emilia. Donc moi je surprends personne, Bacca, Luis Adriano, avec un petit bémol sur Luis Adriano si Ibra arrive. Et personne mais Mimi Allô Mimi. Jérémy Ah oui, d'accord. Non, Bah non, mais il va partir. Mimi, je le mets en tribune. Ah. Il va partir. Chi en tribune. Hein. Ah oui, Chalchi aussi disparaît complètement. Je Le me- Chelsea- coiffeur d'abord et en tribune ensuite. Churchill il a annoncé le départ. Apparemment, ça parle du Genoa ou du Taureau, mais c'est quasiment fini pour Churchill. Ok, très bien. Bon, c'est l'heure du mot de la fin. Emilia, c'est à toi. Alors moi, en mot de la fin, j'aimerais avec tous ces départs que, vous savez, c'est la mode de retirer des maillots, des numéros, etc. Moi, j'aimerais que, en mémoire de Muntari, on retire le flop numéro 1 en fin de saison. Tu sais, quand on fait les flops droits, je pense que la place de numéro 1 devrait être retirée en honneur à Muntari. Avis, ouais. Voilà. Bon, je suis pas Jamais sûr qu'on quelqu'un aille lui jusque arrivera à là, la mais c'est cheville, une jamais bonne quelqu'un idée qu'on exactement. étudiera sérieusement. Merci, Soupalio. Moi, c'est un hommage au maestro Pirlo qui va finir sa carrière aux États-Unis. Merci pour toutes ces belles années en Italie et bon courage pour les États-Unis. Il fallait que je te fasse parler après Nico, parce que là il risque de dire une vacherie, mais je suis assez d'accord avec toi. Nico. Non, je ne dirai rien sur Pirlo. Rendez-vous pour tout le monde, dernier week-end du mois de mai sur la Piazza Duomo, car il va y avoir du monde pour fêter le titre. Hein. Donc préparez les tentes et tout, ça va être un week-end intensif. Hein. Mehdi sort de ce corps. Bah oui, écoutez, moi en tout cas je vous donne rendez-vous fin août, puisqu'on fera comme d'habitude l'émission d'avant-saison. Là on a anticipé évidemment, parce qu'on prend le micro, on est au milieu des vacances, mais on fera bien entendu avec plus de détails, avec plus de données, notamment sur les transferts, une émission d'avant-saison. On pourra refaire une équipe type un peu plus précise, affinée, et puis surtout parler des matchs à venir. Tout ça c'est prévu. Casa Milan reprend à la rentrée bien évidemment sur le Milan, sur la Nationale et votre rendez-vous numéro 1. Messieurs, merci et puis bonnes vacances à tous si vous avez la chance d'en avoir. Salut!